Une colonie en crise, la Guadeloupe, dans les années 1960. La Guadeloupe des années 1960 était une terre de contrastes saisissants. Officiellement, c'était un département français d'outre-mer, pleinement intégré à la France. Cependant, la réalité pour de nombreux Guadeloupéens était loin d'être égalitaire. L'économie de l'île, fortement dépendante des plantations de canne à sucre et de bananes, était contrôlée par un petit groupe de riches propriétaires terriens, souvent des descendants blancs de maîtres d'esclaves coloniaux, connus sous le nom de béquets. Cette disparité économique alimentait de profondes inégalités sociales et raciales. La population majoritairement noire était confrontée à une pauvreté généralisée, à un accès limité à l'éducation et aux soins de santé et à des salaires nettement inférieurs à ceux de leurs homologues blancs. L'héritage colonial et de l'esclavage projetaient une ombre pesante, les décisions concernant l'avenir de la Guadeloupe étant souvent prises à des milliers de kilomètres de là, à Paris. Ce sentiment de dépossession et de frustration face à l'ordre socio-économique dominant a créé un terreau fertile pour le mécontentement. L'influence croissante des mouvements nationalistes a soulevé la population. Des groupes comme le GONG, ou Groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, prônaient une plus grande autonomie, voire l'indépendance totale vis-à-vis de la France. Ils remettaient en question le système colonial et exigeaient la reconnaissance de l'identité culturelle unique de la Guadeloupe. Ces mouvements, initialement pacifiques, se sont heurtés à la suspicion et à la répression du gouvernement français, qui craignait un effet domino de décolonisation dans ces territoires d'outre-mer. Au milieu des années 1960, la Guadeloupe était une poudrière d'agitation sociale, d'inégalité économique et d'éveil politique. Le décor était planté pour une confrontation qui allait changer à jamais le cours de l'histoire de l'île. L'étincelle. Grève des travailleurs et escalade. Les tensions latentes en Guadeloupe ont atteint leur paroxysme en mai 1967. Tout a commencé par un conflit de travail apparemment ordinaire. Des ouvriers du bâtiment de Pointe-à-Pitre, la plus grande ville de l'île, se sont mis en grève le 24 mai pour réclamer une augmentation de salaire de 2,5%. Leurs revendications, considérées comme modestes par beaucoup, ont été rejetées par les employeurs, qui ont refusé de céder, l'un d'entre eux ayant même lancé un chien sur un homme handicapé, entraînant une émeute. Face à l'impasse des négociations, la grève a pris de l'ampleur et s'est étendue à d'autres secteurs. Les griefs des travailleurs ont trouvé un écho auprès d'une population habituée, depuis longtemps, à l'injustice économique et à la marginalisation. La situation s'est rapidement dégradée le 26 mai. Une marche de protestation, organisée en solidarité avec les grévistes, a dégénéré. Les récits divergent, mais ce qui est certain, c'est qu'une altercation a éclaté, prétendument entre un manifestant et un entrepreneur blanc. Il est aussi avéré que le préfet, Pierre Bolotte, dira « Lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail », ce qui exacerbera encore la tension. Cet incident a servi de catalyseur à une répression brutale. Les compagnies républicaines de sécurité, ou CRS, les forces anti-émeutes françaises, sont arrivées sur les lieux, lourdement armées et prêtes à l'affrontement. Sans avertissement, sur ordre de Bolotte, ils ont ouvert le feu sur les manifestants non armés, déclenchant une vague de panique et de chaos. Un massacre se déroule. 26 et 27 mai 1967. Ce qui avait commencé comme un conflit de travail s'est transformé en massacre en quelques heures. Les CRS, mus par un mélange d'arrogance coloniale et de peur, n'ont montré aucune retenue pour réprimer les troubles. Ils ont tiré à balles réelles sur la foule, ont pris d'assaut des maisons et procédé à des arrestations arbitraires. Les rues de Pointe-à-Pitre sont devenues un champ de bataille, jonché de grenades lacrymogènes, de barricades en feu et de corps de Guadeloupéens tombés au combat. Au milieu du chaos, un nom est devenu le symbole de la lutte, Jacques Nestor. Syndicaliste et membre éminent du GONG, Nestor était un ardent défenseur des droits des travailleurs et de l'autonomie guadeloupéenne. Tué par les CRS, sa mort a encore enflammé la situation. Il est devenu un martyr du mouvement, son nom à jamais gravé dans la mémoire collective de l'île. Ce métis naît lui et son frère jumeau, Dédé, à Damas en Syrie, de Frédéric Benz, résistante, et de sergent Nestor, sous-officier des forces françaises libres pendant les heures sombres du nazisme, a été ciblé et abattu par l'État, diront sa mère et ses frères dévastés. La violence s'est poursuivie sans relâche pendant 2 jours.
Des témoins ont raconté des scènes d'une brutalité horrifiante. Des manifestants blessés exécutés, des corps jetés à la mer pour dissimuler le véritable nombre de morts, et des actes de torture généralisés dans des centres de détention improvisés. Les autorités françaises, déterminées à écraser le soulèvement et à conserver le contrôle de leur territoire d'outre-mer, ont eu recours à des mesures extrêmes, assiégeant de fait Pointe-à-Pitre. Silence et ténèbres, les suites et la dissimulation. Alors que le calme revenait dans les rues de Pointe-à-Pitre, le véritable coup du massacre a commencé à apparaître. Le bilan officiel annoncé par le gouvernement français n'était que de 7 morts et environ 150 blessés. Cependant, ce chiffre a été largement contesté. Les historiens, les journalistes et les témoins oculaires estiment que le nombre réel de victimes pourrait se chiffrer par centaines, dépassant peut-être la centaine. Cet écart met en lumière les tentatives du gouvernement français de minimiser les événements et sa culpabilité aux yeux du monde. Un blackout médiatique, rapidement imposé par les autorités, a encore plus enveloppé le massacre de secret. Les événements de Guadeloupe, contrairement aux manifestations étudiantes de Paris un an plus tard, ont reçu peu d'attention dans les médias nationaux français. Ceux qui ont osé s'exprimer, tant en Guadeloupe qu'en France métropolitaine, ont été victimes d'intimidation et de censure. Le gouvernement français, déterminé à contrôler le récit, a qualifié le massacre de troubles à l'ordre public et minimisé les griefs légitimes du peuple guadeloupéen. Cette culture du silence et du déni s'est étendue aux suites du massacre. Aucune enquête officielle n'a jamais été menée et personne n'a été tenu responsable des meurtres et des violations des droits de l'homme. Les victimes et leurs familles se sont vues refuser la justice, leurs souffrances reléguées aux marges de l'histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager si elle vous a intéressé. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne afin de profiter des prochaines sorties. Au revoir.